Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Run Your Life, épisode 3 avec Elsa. C'est le Run Your Life 2.0. Comment tu vas, Elsa? Ça va très bien, Myriam, merci. Dans ce nouvel épisode, on a décidé de vous parler d'un sujet un peu mystérieux, souvent mal compris, mal diagnostiqué, un peu bizarre d'ailleurs. Je crois que la bonne définition, c'est ça. C'est vraiment ce genre de situations bizarres qui nous font penser à ça. Alors, c'est très mystérieux. C'est une situation qui peut devenir tellement puissante que ça peut même devenir assez invalidant chez certaines personnes. C'est pas grave, en fait, donc ça passe complètement sous les radars de la médecine et malgré tout, moi, j'ai rencontré des gens qui traînent avec des situations, ouais, vraiment invalidantes depuis longtemps jusqu'à ce qu'on leur donne cette grille de lecture qu'on va vous donner aujourd'hui. Quel teasing! Et en fait, si on Ouais. a décidé de vous parler de ça, c'est parce que, Myriam, tu m'as parlé d'un cas, que tu as eu en consultation qui correspondait complètement à cette, définition et donc, bah, je propose qu'on parte de ça et qu'on voit, ce qu'on pouvait en dire. Vas-y, Ouais, tu peux nous j'ai expliquer ton cas? l'impression qu'on sort des X-Files, tu sais, des cas extrêmement non, bon, du coup, parler de cette, personne, qui du coup est sportive. Pour le coup, ça va changer, hein, avec moi, mais sportive, qui fait du crossfit, donc du sport à haute intensité, qui en fait aussi en compétition, qui se prépare pour un Ironman. Quelqu'un qui a environ la trentaine et qui, a, eu un petit stress aussi récent, on va dire il y a deux ans puisqu'il a été dans la même situation que moi avec un bébé. Donc forcément, ça réveille plein de choses intenses quoi dans sa vie. Mais pour le coup, il a, eu des symptômes qui étaient, liés à des symptômes respiratoires assez intenses, une accumulation de mucus au niveau des bronches. Beaucoup de nez bouché, pareil, mucus au niveau du nez, donc difficulté à respirer, difficulté aussi du coup à respirer aussi au niveau des poumons, donc comme une sensation d'asthme. Cette personne, se retrouve aussi à avoir, beaucoup d'urticaire et après l'entraînement surtout. Et a aussi quelques symptômes en mangeant certains aliments, en ayant une petite discussion avec, en disant: «Bah, voilà, est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent provoquer ce type de symptômes aussi?» Et en réfléchissant: «Ah oui, quand je bois beaucoup de café, dans ma journée, à un moment donné, j'ai, quelques symptômes qui peuvent s'apparenter à ça». Et donc on se dit: «Bah, attends, qu'est-ce que tu as fait avec, du coup, dans le protocole médical?» C'est une personne qui a eu des grosses crises, au niveau de sa respiration, investigation au niveau du nez, drainage, a eu aussi, du coup, des scans au niveau des poumons, une incompréhension totale et au moment où, du coup, il y a l'interrogation médicale, où la personne, elle est, prise en charge même, à l'hôpital pendant 3 jours, ben, en fait, ça se calme. Il n'y a plus rien qui se passe et sur la biologie, même la CRP, donc le niveau d'inflammation baisse. Et donc, cette personne vient me voir suite à une newsletter que j'avais lancée sur le digestif et quelques petites choses qui peuvent être liées à ça. Et je lui dis: «Mais bah, en fait, il y a quelque chose qui est en lien avec ton histamine ici. Ça ressemble à des crises allergiques ce que tu as». Et ben oui, un urticaire et tout ça. Et donc on met le doigt là-dessus et il me dit: «Bah, c'est marrant parce qu'il y a un médecin qui m'en a parlé, c'est un médecin qui s'entraîne avec lui» et qui dit: «Ah ben attends, mon médecin, il m'a dit ça ressemble aussi à des symptômes, qui sont liés à l'intolérance à l'histamine». Et donc pour moi, c'est une évidence. Donc on est allé chercher, dans la prise de sang, on est allé regarder dans son microbiote et donc on a trouvé plein de choses intéressantes, notamment liées à la porosité intestinale, une inflammation digestive haute avec, ben, des espèces à Gram négatif, donc on va dire une colonie qui est très nocive pour le digestif, qui avait pris le pas sur l'ensemble, dysbiose de putréfaction, du coup, on a, ben, la barrière digestive qui est entamée avec des LPS, donc des protéines, non soit, lipopolysaccharides qui passent dans la barrière. Il a une EO, qui est haute. OK, donc donc on montre dans son EO que, bah, c'est haut, qu'il y a une inflammation, qu'il y a quelque chose qui est lié à l'allergique aussi qui est très haut. Qu'est-ce qu'il avait d'autre? Il avait aussi l'élastase, du coup pancréatique très haute, et donc quelque chose qui essaie de sauver ce qui se passe un peu au niveau du digestif, en surproduction. Et donc on a, bien
quelque chose en lien avec, ce syndrome digestif et après des symptômes qui sont déclarés. Voilà et donc je pense et on est en train de travailler là-dessus que, ça peut être lié déjà au niveau digestif à ces, intolérances ou plutôt ces phénomènes qui sont physiques. À côté de ça, hormonalement, il a une DHEA qui est très basse pour son âge. Du coup ça te parle bien puisque c'est ton truc ça. Très basse, très, très basse. On n'a pas fait encore, tu vois, le cortisol salivaire pour comprendre dans quel de spectre il se trouvait. Mais bon, il a tous les phénomènes qui montrent qu'aujourd'hui, ben, il est très low en cortisol. On a fait cortisol du matin, au niveau, du coup, sanguin. C'est très bas alors qu'il avait une inflammation haute. Donc, normalement, on devrait avoir une réponse qui est exacerbée, au réveil ou avant 10 heures en tout cas, qui est beaucoup plus haute que ce qu'il avait. Donc on comprend que voilà, il est en train de compenser, qu'il y a quelque chose qui arrive plus et en plus, on a ce phénomène digestif qui est adjoint donc on est en train de bosser sur ces 2 pans, avec lui pour, rehausser un peu sa son seuil de tolérance, relancer un peu le cortisol pour pouvoir et réduire toute cette, inflammation digestive, pour diminuer ses symptômes et on va voir si ça va marcher. Je sais pas si, toi tu as eu des choses qui sont comme ça, mais qu'est-ce que tu en penses toi de ce cas, en direct live? Mais je trouve que c'est super intéressant qu'on puisse partager, nos cas pratiques par rapport Mmh. à cette question-là qui est très vaste et voilà, très puissante de l'histaminose. Moi, je préfère vraiment dire l'histaminose que intolérance à l'histamine parce que je trouve que c'est un très mauvais terme qui induit encore plus en confusion. C'est déjà très confus cette Ouais. question-là. Enfin, alors on espère qu'après le podcast, ça le sera moins parce qu'en réalité, c'est pas si compliqué que ça quand on a la bonne grille de lecture et moi, je l'ai pas depuis longtemps, en tant que praticienne et en fait, c'est super intéressant parce que ce cas que tu as toi, moi, je pense que j'en aurai jamais qui vont se présenter comme ça parce que toi, tu as vraiment des sportifs, de haut niveau avec leurs problématiques propres. Alors la problématique hormonale, tu l'as un peu décrit, c'est vrai qu'elles sont assez fréquentes dans la clientèle que tu vois toi, mais cette problématique digestive, aussi forte, on sait que chez des sportifs de haut niveau, enfin les sportifs réguliers, on va dire intenses, en intensité ou en endurance, importante, il y a très souvent ces problématiques de perméabilité digestive qui vont entraîner après des intolérances alimentaires, des dysbioses, des déséquilibres immunitaires locaux. Je pense que c'est très exacerbé dans ta clientèle aussi, plus que dans la mienne. Mmh. Mais là, à ce moment-là de nos explications, je pense que ceux qui nous écoutent se disent: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte?» Il parle de Elle parle quoi? d'allergie, d'urticaire, d'asthme mais en même temps de l'intestin et pour quel rapport avec l'intestin et le cortisol et en fait, tout ça, c'est lié et tout ça, c'est lié justement par cette grille de lecture de l'histamine. Effectivement, dans les analyses qu'on peut regarder quand on a ces soupçons-là, il y a, effectivement aussi la répartition de la formule sanguine avec, les monocytes qui peuvent être élevés aussi chez ces gens-là. Donc, moi, quand je l'explique, j'aime bien commencer par expliquer comme ça. La question c'est, enfin la compréhension qu'il faut avoir, c'est l'histamine, c'est quoi? Quand je dis en consultation, «Vous connaissez l'histamine?» parce que mes patients, ils sont pas professionnels de santé, bah, ils disent: «Non» et tu leur dis, bah, quand vous savez les gens qui sont allergiques, ils prennent des antihistaminiques. Ça, tout le Mmh. monde connaît. Là, bah, on est en avril, les gens commencent à prendre leurs antihistaminiques pour les pollens, tout ça. Donc bah, en fait, quand tu sais ça, tu as déjà tout compris. Antihistaminique, c'est un médicament qui va, agir contre les effets au niveau des récepteurs de l'histamine. Donc en fait, je leur dis: «Vous savez ce que c'est l'histamine? C'est la molécule qui provoque les symptômes d'allergie chez les allergiques». Bon, jusque-là, tout va bien. Donc ça, tout le monde peut s'imaginer un peu ce tableau clinique, que tu décris en fait. Nez bouché, sécrétion, ORL, bronchique, les yeux qui pleurent, la peau qui gratte, tout ce qui va être urticaire, rash, en fait, les rougeurs, les démangeaisons et cetera. Ce Mmh. qui est un petit peu moins connu, c'est le côté digestif parce que l'histamine, on parlera des causes digestives, mais elle a aussi des conséquences digestives. Donc, elle va donner, souvent des diarrhées. Et surtout, ce qui est ma grande passion, on y reviendra un peu plus tard parce que c'est un peu complexe, mais c'est ma grande passion parce que ça me concerne, c'est l'histamine centrale, c'est-à-dire l'histamine qui va se fixer au niveau du système nerveux central, cerveau et nerfs, de crânien, Vague. y compris surtout le nerf vague et Mmh. ça, c'est aussi un immense sujet. Donc le nerf vague, c'est la 10e paire de nerfs crâniens. Du coup, ça veut dire il peut être, concerné par de l'histamine centrale, cérébrale, neurologique, on va dire,
Et donc ça veut dire que les symptômes associés à ça, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi puisque le vague, c'est ce qu'on appelle malaise vagal, ça donne plein de trucs bizarres. Ça donne, l'histamine, cérébrale va donner des migraines, des maux de tête, de la Brain fog. neuroexcitabilité, donc ça peut être des troubles du sommeil et avec le vagal, on peut avoir tout, chute de tension, malaise, nausées, souvent des nausées sans vomissement d'ailleurs, j'ai remarqué ça. Je sais pas si tu as remarqué ça aussi? Non. C'est un truc qui va m'alerter moi quand les gens me disent: «Je me sens nauséeux, je me sens pas bien», mais en fait je vomis pas, c'est pas vraiment digestif. Et donc là, le tableau que je suis en train de décrire, on voit bien que ça part dans tous les sens Ouais, et en plus les gens n'ont pas tout. Toi, ouais. ton patient, c'est vraiment, le côté digestif, cutané, respiratoire, peut-être Mmh. parce qu'il a un vrai fond allergique aussi et après il y a tout son côté histaminique fonctionnel que tu vas rechercher. Moi, j'ai des migraines et du vagal, j'ai jamais, de démangeaison. J'ai Mmh. des patients, c'est différent. Enfin, donc en fait, c'est un tableau clinique qui est très éparpillé et qui, en plus, ne se présente jamais de la même manière chez les gens. Mais nous, en tant que praticiens et j'espère les gens qui vont nous écouter, peut-être ça va leur faire tilt pour certains, de se dire: «Ah mais c'est ça que j'ai» et donc si tu as une manifestation clinique d'histamine, après, la deuxième chose et c'est ça qui est un peu long et compliqué à expliquer, c'est de dire d'où ça vient et quels peuvent être les leviers que je peux déplacer pour améliorer ces symptômes-là. Donc effectivement, il y a le côté allergique, tu en parlais, ce patient-là, visiblement, il connaît ses problématiques allergiques, il a déjà été hospitalisé. Donc Mmh. ça, j'insiste beaucoup, de toute façon, dans tous les domaines. Les gens qui viennent en consultation fonctionnelle, il faut qu'ils soient suivis par des médecins pour, prendre en charge tout ce qui est médical ou écarter un problème médical dont nous, on n'a pas là du tout la compétence de prendre en charge. Du tout. Donc il y a des gens qui sont allergiques connus, ce qui n'empêche pas d'avoir une surdose d'histamine par d'autres, biais qu'on va voir et il y a des gens qui sont pas du tout allergiques et qui Ouais. vont dire exactement comme ton client là, il y a des aliments moi on m'a déjà dit ça: «Je crois que je suis allergique aux fraises mais pas tout le temps». Beh, c'est Mmh. pas possible. Si tu es allergique aux fraises, tu es allergique à toutes les fraises tout le temps, même une demi-fraise. C'est ça. Par contre, la fraise, c'est un aliment qui va libérer de l'histamine. Donc on peut avoir de temps en temps des mauvaises réactions à ce type d'aliment à cause d'une histamine digestive qui n'est pas liée à une allergie et donc si cette personne va faire un test d'allergie aux fraises, c'est très fiable, hein, les tests d'allergie, bah, si tu es pas allergique, tu es pas allergique et donc l'allergologue, lui, il a pas de réponse plus à te donner. Par contre, toi, tu sais que c'est pas de l'allergie. Ouais. Donc il y a la C'est question ça qui est de je vais juste te couper, mais c'est ça qui est important, c'est que pour mmh, tous les gens qui écoutent, c'est on va parler de symptômes qui sont comme des symptômes allergiques. Vous avez vraiment toutes ces sensations-là. De temps en temps, vous allez dire: «C'est bizarre, j'ai mal à la tête, je comprends pas pourquoi. J'ai le nez qui coule, mais j'ai pas d'allergie» ou «On est en plein hiver, enfin, il y a pas forcément de pollen et puis je suis pas malade». Ou «J'ai de l'urticaire, mais j'en ai jamais eu, mais ou je suis dans une situation un petit peu bizarre en ce moment et ça se déclare bizarrement à ce moment-là». Donc en fait, c'est tout plein de symptômes que vous pouvez identifier. Après, je pense qu'on va être un peu plus du coup, on va être un tout petit peu plus, on va les décrire pour que ça puisse parler à tout le monde. Mais c'est des réactions bizarres qu'on a, inhabituelles du corps, qui après nous font penser à des allergies et que si on prend un antihistaminique pardon, et ben ça nous d'un coup nos symptômes se calment. Ou des corticoïdes par exemple. Dans le cas de mon client, c'est exactement ça. Il prend des corticoïdes, les médecins ont dit: «Ben, prends des corticoïdes» et du coup ça marche. Mais c'est temporaire quoi et ça calme du coup une réaction interne, qui ressemble à de l'allergie, mais en ayant cherché tout le spectre de l'allergie, c'est pas ça, ce qu'il a. Donc si vous avez des réactions bizarres à des moments, ben, en fait, c'est ça qu'on est en train de décrire, c'est qu'il y a, un «fauteur de trouble» entre guillemets ou une réaction qui se situe à l'intérieur de vous, qui est en train de, voilà, de vous alerter sur quelque chose et il y a donc des protocoles. Là, moi, c'est un peu complexe parce que c'est quelqu'un d'endurance et du coup, il y a du digestif et tout ça et il a poussé sa machine très loin. Mais, par exemple, moi, dans mon cas, moi, il y a des moments où quand je suis très fatiguée ou autre, j'ai le nez qui coule, j'ai le nez qui est «bloqué» entre guillemets. Comme là, je parle du nez, par exemple, depuis une semaine. Puis j'ai mangé plein de pizzas, j'ai mangé plein de trucs, super sympa le week-end d'avant. Je vous dis pas, ma semaine, c'était une réaction allergique, globale, j'avais l'impression. La sauce tomate, voilà, bon, on va vous dire pourquoi. Mais du coup, j'ai ce brain fog le matin, j'ai ce nez bouché et je comprends pas. Pourtant, je suis pas allergique et c'est ça qu'on essaie de vous décrire.
Voilà, je suis désolée, En je t'ai fait, coupée. c'est intéressant que tu parles aussi des traitements parce que ça, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup dans mes consultes. Moi, j'ai beaucoup ce biais de recrutement de gens qui arrivent chez moi parce qu'ils sont déçus par la médecine ou qui sont anti-médecins, anti-médicaments et d'ailleurs, moi, j'ai un peu cet ADN-là aussi clairement, hein. Si je suis arrivée dans ça, c'est un peu par opposition à ma formation, paramédicale, standard et s'il y a bien 2 molécules sur lesquelles j'ai changé d'avis, c'est les antihistaminiques et les corticoïdes. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut le prendre, voilà, mais par contre, je trouve qu'elles ont un intérêt. Dans les situations comme ça, hein, dont on parle, moi je répète encore une fois que je ne parle que des Ponctuel, ouais. situations non médicales, je ne suis pas médecin. Mais en fait, il ne faut pas forcément être opposé. Je trouve que c'est intéressant, les antihistaminiques, pour les gens qui ont des problématiques d'histaminose, comme on vient de dire là, allergiques ou non, ou partiellement, voilà. Parce que d'abord, c'est un test thérapeutique. C'est-à-dire qu'effectivement, si on t'a prescrit, un antihistaminique, que tu le prends et que tu te dis: «Ah tiens, ça soulage mes éternuements au mois d'avril, mais aussi j'ai moins mal à la tête, je dors mieux, ma peau est mieux» et cetera. Bah, du coup, ça nous donne une réponse de dire: «Ah, ces symptômes-là aussi étaient liés à l'histamine». Maintenant, je suis Mmh. d'accord, il faut aller plus loin parce que là, on est que sur de l'antisymptôme et bah, pourquoi il y a de l'histamine? Pourquoi elle se manifeste comme ça? Comment je peux la prendre en charge de manière plus fonctionnelle, plus globale, plus holistique? Ça, c'est pour ça que les gens viennent nous consulter. Ça peut aussi être ponctuel, de se dire: «Bah, en fait, j'ai traité tout mon terrain, je vais mieux, j'ai beaucoup moins de crises d'histaminose, mais en fait, j'ai quand même un fond allergique aux chats. Chez ma grand-mère, il y a un chat, bah, je lui emmène des antihistaminiques et puis c'est bon, quoi». On n'est pas obligé de souffrir pour le principe de ne pas prendre des molécules chimiques. La médecine, c'est quand même bien pour certains trucs. Et corticoïdes, pareil, on en parlait un peu en dehors de l'enregistrement. De toute façon, ça, c'est sur prescription, donc c'est pas du tout notre décision. Mais, parfois, moi, je tempère aussi un peu les propos des patients qui me disent: «Je voudrais absolument arrêter mon traitement, c'est très dangereux», tout ça. Si on vous a prescrit des corticoïdes et qu'ils fonctionnent, ça nous donne aussi, nous, une information sur le mécanisme physiopathologique qui est dessous et OK, si on peut relancer la machine parce qu'on rappelle que les corticoïdes on a des corticoïdes naturels qui sont produits par nos glandes surrénales. Donc si on est en bonne santé, qu'on fonctionne bien, que hormonalement on est sur les rails, on peut peut-être se passer des traitements corticoïdes. En tout cas, le fait qu'un traitement corticoïde soit prescrit et qu'il fonctionne, c'est une indication sur un mécanisme et c'est toujours intéressant et si ça peut soutenir, aider les gens à passer des périodes Des de caps. leur vie ou à ne pas être, complètement engorgés dans des symptômes, bah, je trouve qu'il faut pas forcément être contre. On peut travailler main dans la main avec, une démarche médicale, quoi. Après, moi, je Hem veux juste parler du côté du sportif. Il faut faire attention aussi avec les antihistaminiques. L'histamine, ça fait partie des réactions «inflammatoires» entre guillemets. On va dire, durant le sport, ça fait partie des réactions qui permettent, on va dire plutôt, l'amélioration ou le gain sportif. C'est ce qui permet d'avoir une vasodilatation. En gros, comme l'inflammation qui est liée au sport, on a besoin de cette histamine libérée durant la pratique sportive qui va être vraiment en relation avec l'intensité, de la pratique et qui va créer des bienfaits chez le sportif et donc à partir du moment où on va prendre, ben, ces médicaments sur le long cours, il y aura pas de «progression» entre guillemets. On va pas avoir non plus de oui, de bienfaits de cette histamine qui est aussi positive, en fait, sur le corps, qui est là pour une bonne raison, sur la performance. Donc, attention, je pense que comme tu dis, c'est intéressant de pouvoir les utiliser et surtout si ça soulage, hein. Donc, à un moment donné, on s'en retrouve dans des situations qui sont tellement, handicapantes dans la vie en ayant trop ce cumul-là, d'histamine et ben, en fait, ça permet quand même de dire: «Ah, si ça marche, OK, on met le doigt sur quelque chose et on avance». Mais par contre, sur le long cours, il faut trouver la solution de fond, ce bruit de fond pour pouvoir avancer et arrêter d'avoir ces réactions exacerbées. Voilà, c'est surtout, sur ça. C'est un peu comme beaucoup de choses d'ailleurs, on en parle souvent avec toi parce que dans le sport, dans la performance, il y a souvent cette notion de trouver la bonne balance entre, par exemple l'oxydation, c'est on dit que c'est pas bien, mais il en faut un peu et cetera et là, Oui. c'est pareil. C'est vrai que l'histamine, je l'ai décrite comme, provoquant des maux de tête, des troubles, vagaux, des troubles, cutanés, digestifs, respiratoires, mais c'est aussi, c'est neuroexcitateur donc il y a un côté qui est positif aussi quand on est, ça nous donne des idées, ça nous permet ouais, d'être plus performant, plus allumé quoi, au niveau Ça régule cognitif. l'appétit, Ça ouais. à ce niveau-là aussi. Ça permet de oui, de l'éveil, l'agitation, l'appétit, tout ça, ça vient aussi avec l'histamine.
Donc on va Yes. pas en rester non plus des légumes. Non. Du coup, moi ce que j'aime bien expliquer au départ pour que les gens comprennent, en fait, Qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est? Exactement. Alors donc c'est une protéine qui va avoir tous ces effets, on a dit, il y a du positif, il y a du négatif quand il y en a en excès. Moi j'aime bien souvent je fais un schéma, alors là je vais pas le faire, je vais essayer d'expliquer correctement avec des mots. J'aime bien expliquer les différentes étapes et vraiment intégrer cette, notion de seuil. Je vais le répéter plein de fois parce que ça, c'est vraiment la clé pour moi, hein. C'est ma Mmh. compréhension, mais si moi j'ai compris, tout le monde peut comprendre, je pense. Hem, donc l'histamine, c'est une protéine qui est libérée par des cellules du système immunitaire, qui s'appellent les mastocytes. Tout à l'heure, j'ai parlé des monocytes. Quand vous regardez votre prise de sang, c'est la même famille. Donc les mastocytes sont des cellules du système immunitaire qui peuvent libérer de l'histamine dans une réaction qui s'appelle la dégranulation. Voilà, ça fait très chic de dire ça. Dégranulation des mastocytes. Bon, moi, je m'imagine, j'ai jamais vu, mais je m'imagine, une petite cellule qui relargue, qui éjecte comme ça des petites protéines partout dans le corps et ça, c'est la dégranulation mastocytaire qui va créer de l'histamine. Donc ça, c'est ce qui se passe. On le sait, tout le monde connaît ça, quand quelqu'un est allergique. Tu es allergique au pollen, tu respires le pollen en question, ce pollen va déclencher des anticorps qui vont déclencher la dégranulation mastocytaire. Voilà, ça, c'est la réaction allergique, tout le monde connaît. Maintenant, moi, par exemple, j'ai aucune allergie. Je ne suis pas asthmatique, j'ai aucune allergie respiratoire, je ne suis pas allergique aux animaux, je suis allergique à rien. Et pourtant, je fais de l'histamine aussi, comme tout le monde, parce que j'ai des mastocytes et qui dégranulent aussi, dans d'autres circonstances aussi. Donc ça, c'est le deuxième étage. Les autres circonstances qui vont faire dégranuler, c'est l'instabilité mastocytaire. Donc les mastocytes, ils sont moins stables, ils vont avoir tendance à cracher leur histamine comme ça, plus facilement si on est en carence de certaines choses, particulièrement le magnésium. Tiens donc, beaucoup de gens sont carencés, l'immense majorité d'ailleurs. La vitamine C aussi. Et il y a des déséquilibres hormonaux qui vont favoriser aussi la dégranulation mastocytaire. Mmh, comme d'habitude, c'est ce dont on a parlé un peu la dernière fois, Mmh. le manque de cortisol, donc une dysfonction surrénalienne avec, un stress chronique prolongé, surmenage et cetera. Et également, deuxième situation hormonale, l'excès d'œstrogène, en tout cas l'excès d'imprégnation œstrogénique qui peut être dans l'absolu. Il y a des femmes, on en parlait aussi, qui ont tendance à être un peu hyperœstrogéniques de fond, c'est leur fonctionnement un peu hormonal de fond. Et puis chez toutes les femmes, il y a des périodes du cycle où on est un peu plus en hyperœstrogénie, vers l'ovulation et juste avant les règles. C'est physiologique. Donc voilà, déjà 2 étages. L'étage allergie anticorps, point d'interrogation, vous n'êtes pas tous concernés. Puis l'étage dégranulation mastocytaire autre, carence, point d'interrogation, déséquilibres hormonaux, point d'interrogation. Ensuite, troisième niveau, c'est qu'une fois que l'histamine est libérée dans l'organisme, elle va voyager, elle va faire ce qu'elle a à faire. On a dit que c'était important qu'elle soit là quand même. Et donc on a des mécanismes de régulation après, en aval, qui sont des mécanismes enzymatiques. Donc on a des enzymes, des grosses protéines qui viennent et qui dégradent l'histamine. Il y en a une qui est la plus connue dans cette, question-là qui s'appelle la DAO, la diaminoxydase, qui va dégrader l'histamine en majorité dans l'organisme. C'est la voie, principale partout, sauf dans le système nerveux. Et après, il y a une deuxième enzyme, bon là ça devient complexe, qui s'appelle la HNMT, qui dépend de la méthylation. Donc c'est un peu dépendant de la génétique, c'est dépendant aussi de nos statuts en vitamines, surtout les vitamines du groupe B. Tiens donc, encore une vitamine où on est souvent carencé. Les sportifs, les trailers, la B9, aïe aïe aïe. Les végétariens, la B12, aïe aïe aïe. Donc Mmh. c'est vraiment pas négligeable, hein. On a l'impression que les vitamines, c'est comme Et puis, ça, c'est surusité, dans la glycolyse et cetera pour les sportifs, les vitamines du groupe B, pour pouvoir, utiliser, le glucose, les protéines en in fine et tout ça. On a besoin d'énormément de vitamines du groupe B, donc elles sont surutilisées chez le sportif et pour la contraction musculaire, le magnésium, pareil en fait, mmh. on en utilise énormément. Donc le sportif, il est à l'attention plus sur ces phénomènes. Et moi, je vais dire avec ma cuisine à moi, les vitamines du groupe B, la méthylation, ça sert aussi à détoxiquer en partie les œstrogènes au niveau du foie chez les femmes. Et donc on est aussi dans une population plus à risque, on va dire. Il y a l'hyperœstrogénie, il y a les carences en vitamines du groupe B potentiellement. Magnésium, c'est pareil chez les femmes, femmes en périménopause typiquement avec un déséquilibre hormonal qui commence un peu
à glisser, bah, elles vont avoir souvent plus d'histamine et ça va leur parler, je pense, en écoutant un peu les situations cliniques qu'on Trop explique. gentil. On lève la main: «Nous aussi». Moi aussi. Hem, donc voilà, 3e étage, c'est la dégradation de cette histamine dans les tissus. Est-ce qu'elle se fait bien? On rappelle que tout ce qui est enzymatique est génétique, donc c'est-à-dire qu'on a aussi des vulnérabilités familiales, génétiques, sans que ça soit une maladie, hein, mais qui nous rendent parfois moins performants à dégrader l'histamine dans certains tissus. Moi, c'est dans le central, toi, c'est plutôt dans le tissulaire, Mmh. ailleurs. Et puis le 4e étage, le 4e niveau qu'il faut intégrer dans notre compréhension, c'est qu'effectivement, en plus de tout ça, c'est déjà un peu complexe, hein, vous avez le droit de remettre en arrière et de réécouter. En plus de tout ça, il faut tenir compte du fait qu'il y a de l'histamine dans certains aliments ou des aliments qui sont libérateurs d'histamine. C'est-à-dire qu'en mangeant certaines choses, encore une fois, c'est pas de l'allergie, hein, c'est vraiment l'aliment en lui-même qui va apporter de l'histamine ou libérer de l'histamine au niveau digestif Oui. et Qui est riche en il y a histidine, qui est le point de base, en fait, puisque le du coup précurseur, l'histamine, ouais. c'est la décarboxylation de l'histidine. Du coup, Ah, un on est à acide fond aminé dans qu'on la connaît bien biochimie en ce moment. aujourd'hui, hein. On a Ouais. assez d'histamine dans le cerveau, je pense, parce qu'on est bien performante là dans les explications Oui, chimiques. Et en plus, encore un autre niveau, mais moi je mets tout ça dans le même sac, je mets dans le sac digestif. Effectivement, aliments riches en histamine, aliments libérateurs d'histamine et tout ce qui va être ce dont tu as parlé, on fait le lien maintenant, dysbiose surtout de putréfaction, qui vont libérer d'autres molécules, aminées, donc de la même famille un peu, mmh, qui vont saturer la diamine oxydase, la DAO, et ce qui fait que c'est pas libérateur d'histamine en soi, mais ça empêche après notre enzyme normale de faire le ménage. Donc, bref, ça a un peu fouillis, enfin, j'espère que c'est pas trop fouillis ce que je raconte, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses et on voit qu'on parle d'hormones, on parle de digestif, on parle d'alimentation, on parle de vitamines, on parle de stress, bah, tout est possible et en fait, souvent, c'est pour ça que c'est difficile à lire comme situation, c'est un peu de tout. Il y a un oui, peu de tout qui s'est additionné et donc les gens ont du mal à comprendre. Si déjà ils ont fait le lien avec le fait que leurs symptômes soient liés à l'histamine, ils ont du mal à comprendre pourquoi des fois ça se déclenche et pourquoi des fois non. Et une fois qu'on fait cette petite liste, et vraiment je vous encourage à le faire avec un petit schéma ou une feuille, vraiment vous écrivez, et on additionne et on dit: «Ah tiens», alors je peux donner mon exemple. Moi j'ai eu des migraines, enfin j'en ai toujours mais beaucoup moins, des migraines pendant des années. J'avais identifié que c'était lié à mon cycle. C'était certaines périodes du cycle, surtout en prémenstruel. C'est assez classique, hein, d'ailleurs, plein de femmes qui se plaignent de migraines, de maux de tête juste avant les règles ou pendant les règles, même sous pilule, hein, au moment où on arrête la pilule, et pour déclencher le saignement. Moi, ça a commencé comme ça quand j'avais 19 ans et puis, j'en ai 40 et j'ai toujours un peu le même problème et pendant des années, j'ai galéré, j'ai essayé de comprendre, bon, c'est la pilule, c'est les hormones, c'est le foie, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait plein de trucs. Il y a des choses qui m'aidaient, mais un jour, quelqu'un m'a dit, c'était notre ami Christian Boyer, «Mais, c'est quoi tes autres déclencheurs? Si c'est pas que le cycle?» Je dis: «Ouais, parce que des fois, c'est pas le cycle. Des fois, il y a d'autres moments du cycle. C'est quoi les autres déclencheurs?» Je lui dis: «Bah, le stress, quand je suis très stressée, quand j'ai pas assez dormi, vraiment des accumulations de stress et le soleil». Là, mmh, typiquement, les premiers soleils de début même groupe. d'année, si je sors sans chapeau, c'est Mmh. terminé, 3 jours de migraine. Je sais, je me connais et quand je lui ai dit ça, il m'a dit: «Bah, Elsa, c'est l'histamine». Le Bah, soleil, c'est un grand déclencheur histaminique. ouais, C'est un très très bon, truc pour déterminer comme ça dans nos cas cliniques un peu flous je l'ai et donc découvert quand moi il quand m'a je dit ça, je vivais, me suis dit: «Mais qu'est-ce en qu'il me Floride. raconte, l'histamine?» C'est là que j'ai découvert que l'histamine pouvait effectivement être que centrale et donner ces symptômes, d'inflammation méningée, donc vraiment avoir l'impression que le cerveau est dans un étau, que c'est inflammatoire, que ça Comme te une cuite, compresse la en tête, fait, si on avec doit un côté donner, vagal, migraineux, nauséeux oui, et c'est ce que Christian m'a conseillé, c'est de faire un régime en évitant l'histamine alimentaire. Donc là, je vais te laisser en parler de ce que tu en penses de ça, parce ouais, que bah, c'était je limité pour moi. et juste pour faire le lien déjà avec cette sensation, moi j'ai réussi à vraiment faire le parallèle quand j'ai vraiment comme tu décris ce phénomène, au niveau, du cerveau et cetera, des migraines, en fait, c'est comme une cuite. Un lendemain de cuite, vraiment, c'est la même chose alors que vous avez pas bu d'alcool et vous avez les mêmes sensations qu'un lendemain de cuite. Vous êtes un peu fatigué, vous avez ce brain fog, vous avez mal à la tête et vous vous sentez un peu nauséeux, ouais, et en fait, c'est exactement ces sensations-là quand vous êtes sur ce pan-là, en fait, de réaction. Et moi, j'ai peux pas trouver mieux comme description, que ces Bah ces oui, mais réactions-là. pourquoi?
Parce que c'est exactement ça. C'est L'alcool, c'est exactement ça. full d'histamine et Mais ça oui. sature toutes tes voies de détox, donc tu n'as plus rien pour détoxiquer l'histamine. C'est exactement ces mêmes réactions-là et moi, je l'ai découvert quand il faisait très chaud, comme tu parles avec la réaction au soleil. Quand je vivais en Floride, j'ai eu la première réaction justement, à l'histamine, justement, je comprenais pas. Je me suis dit: «Je suis allergique au soleil». Mmh. J'avais quel âge? J'avais moins de 30 ans, j'avais et du coup, je me dis: «Mais mince, j'ai» bon, il y avait la fête, donc on buvait, de l'alcool sous le soleil et en fait, j'ai eu des réactions cutanées énormes. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Et donc, c'est cette réaction-là, quoi. J'ai beau dire: «Non, je suis allergique au soleil». C'est pas vrai, Myriam. Tu Mais savais c'est pas ça, ça, du en coup? fait, d'ailleurs, c'est comme pour moi, j'essaie de résister à ce terme de intolérance à l'histamine. Alors pourquoi? Je vais le dire maintenant. Parce que quand vous allez lire ça, si vous allez sur internet, vous allez trouver plein de gens qui font des articles, des naturaux et tout, qui essayent aussi de parler de ce phénomène et c'est bien qu'on en parle. Mais moi, j'aime pas qu'on dise intolérance à l'histamine parce que comme c'est déjà flou de faire la distinction entre l'histaminose et l'allergie, si en plus on parle d'intolérance, donc les gens mélangent tout, les intolérances alimentaires, les allergies, les enzymes, machin. Ouais. C'est pas du tout une intolérance à l'histamine, c'est un excès d'histamine dans les tissus, soit par excès de production, soit par saturation enzymatique, soit par défaut enzymatique. Mais donc, je préfère parler d'histaminose. Et allergie au soleil, c'est pareil. Si on était allergique, si quelqu'un était vraiment allergique au sommeil, au sommeil, Au au sommeil, soleil, ouais. il pourrait pas vivre en Floride, hein, le pauvre. Il serait comme un vampire, il faudrait qu'il vive la nuit. Donc Bah, ça c'est ça. n'existe pas l'allergie au soleil, c'est de l'histaminose, souvent cutanée. Mais ça veut dire aussi que c'est traitable, que si on trouve les causes et qu'on arrive à tirer les fils en fait de où sont les curseurs qu'on peut pousser pour justement baisser cet effet de seuil, on peut vraiment améliorer les symptômes. Et ça, je pense qu'on peut témoigner toutes les deux d'avoir amélioré nettement la symptomatologie chez plein de gens. Déjà de Ah oui. leur donner la grille de lecture, la compréhension, de dire trouver des stratégies. Donc on peut parler de l'alimentation par exemple, mais il y a Ouais. d'autres stratégies et finalement, moi, en ce qui me concerne, les migraines, je les ai diminuées, avant, j'en avais tous les mois où j'étais, donc à chaque cycle et des fois entre les règles aussi, avec minimum 48 heures couchée dans le noir, rien manger, vomir, enfin la vraie grosse migraine, quoi. Et maintenant, je pense que j'ai 2 crises par an, qui m'empêchent absolument pas de fonctionner, Ouais. de travailler et cetera. Je mange un peu moins, je suis un peu moins en forme, mais voilà. Et en plus, ces crises-là, je sais à cause de quoi elles sont. C'est quand parfois, justement, j'ai pas bien négocié tous mes petits curseurs hormonaux, digestifs, sommeil et cetera. Et Parfois, du ça coup, arrive, on n'est pas toujours parfait, quoi. on agit sur des aliments en première intention parce que c'est ce qui est un peu excitateur, quoi, on va dire. Mais par exemple, chez le sportif, j'ai encore il y a plein de choses, sur lesquelles on doit agir en parallèle. Mais si on doit commencer à baisser ses réactions, comme tu as dit, il y a ces aliments qui sont histaminogènes ou libérateurs, d'histamine. Il y en a qui «contiennent» entre guillemets aussi, beaucoup d'histamine et en fait, il y a donc déjà une sorte de diète, quand on est en crise, à adopter, mais elle est très difficile parce qu'elle est très contraignante. Si je parle du côté du sportif, ben, il faut faire attention au pan calorique. Donc, le deal, c'est de pouvoir apporter beaucoup d'aliments qui sont pas riches en histamine ou qui sont pas, libérateurs. Ce qui est complexe là-dedans, c'est que c'est souvent des bons aliments. Mmh. Pour certains et donc il y a des gens qui viennent me voir et disent: «Mais attends, moi je mange vachement bien, mais j'ai des réactions, je comprends pas. Oui, je bois un peu de café». Déjà, bon, je vais les décrire, mais je prends de l'huile d'olive, je mange, énormément d'huile d'olive, je prends du thé, bah, ouais, mais en fait tout ça c'est bon pour ta santé. Je prends énormément de fruits rouges et cetera, c'est bon pour ta santé, mais pas pour, ces symptômes-là qui sont liés à l'histamine. C'est une petite bombe, en Mmh. réserve. Après, il y a d'autres aliments qui sont faciles à opérer, à enlever, c'est tout ce qui est déjà, fermenté et là aussi Mmh. c'est bon pour la santé, mais fermenté, on le met à l'écart. Toutes les charcuteries, heu, tout ce qui est, déjà aussi, tout ce qui est viande, qui sont passées. Alors, elles sont pas pourries, mais par exemple, on va chez le boucher, on prend une superbe viande, on la laisse dans le frigo, puis on la mange le jour après. Waouh! Pour certains, ça va être une réaction qui va être immédiate. Les viandes rouges surtout, là, les du bœuf que vous laissez au frigo, en fait, la solution, c'est de le mettre au congélateur tout de suite. Mmh. Le poisson et donc il y en a, ils me disent: «Bah, moi, je mange au moins 4, 5 fois du maquereau par semaine». On va leur donner un pouce en l'air, mais non, pas pour En vous, pas en ce boîte. moment. Mmh. Ouais, en Tout ce qui est en boîte, alors là, conserve. Mmh. ouais et donc par exemple, le poisson, il doit être ultra frais s'il est consommé, sinon ça fait ces réactions-là et donc voilà, on a des choses qui sont très santé
pour certains, bon, pas la charcute, hein, mais pour pour le reste. Et après, il y a tout ce qui est riche en polyphénol, du coup, et là, on les soupçonne pas du tout et on se dit: «Bah, mince», moi je connais des personnes qui ont arrêté le café et qui ont plus du tout de problème au niveau, migraineux. Et Mmh. donc c'est con, c'est des personnes qui adorent le café, qui en buvaient qu'un, juste par jour, mais juste ce un, ça venait à créer, du matin, jusque fin de matinée, d'aller vers 14 heures, une sensation de bol sur la tête, quoi. On peut pas aller plus loin que ça, la pensée est floue, c'est ouais, comme un peu une cuite, quoi, alors que c'est un Ouais. café. Donc Bah, c'est ouais. pour ça qu'effectivement, quand moi on m'a conseillé faire un régime sans histamine, alors j'ai bien compris, c'est toujours pareil en fait. D'abord l'explication et te dire quelqu'un t'explique tes symptômes et te donne une explication physiologique qui tient la route. Déjà, pour moi, c'est 50 de guérison parce qu'enfin Mmh. tu comprends ce qui t'arrive. Et après, bah, moi j'ai écouté, hein. Je me suis dit: «Ah bah super, il m'a dit de faire un régime sans histamine». J'ai tenu sans mentir 48 heures parce que c'est infaisable. Parce que Difficile. d'abord, c'est très contraignant, il y a énormément d'aliments et moi, en consultation, quand parfois j'en parle, je dis aux gens: «Je vous donne pas de liste. Allez regarder sur internet, vous allez voir. Mais par contre, le but, c'est pas d'enlever tout ça de votre vie, sinon il reste plus rien». Et en plus, comme tu l'as dit, c'est beaucoup des choses qu'on me conseille dans notre manière d'appréhender la nutrition. Les Mmh. sardines en boîte, hem, du La chocolat tomate, de très bonne qualité, chocolat noir. effectivement des fruits et légumes, les avocats, la cacahuète, les fruits Mmh. rouges et cetera. Donc tu te dis: «Mais en fait, c'est contradictoire, je comprends plus rien, je vais pas y arriver». Donc pour moi, ça, c'est hyper important de le dire, le régime pauvre en histamine, c'est pas du tout une solution. Ça peut Sur le être long, peut-être, ou sur sur le le long moyen terme. terme. Ça peut être Ouais. en fait, ce que je trouve intéressant, c'est d'en faire, encore une fois, une grille de lecture. C'est-à-dire d'avoir cette info et de dire: «Ah, ça y est, j'ai compris le lien» et peut-être de pas multiplier tous ces aliments-là dans la Ou même les journée ou dans le écarter. même repas. Ouais, souvent aussi, dans certains pros disent, bah, par exemple, tous les produits laitiers, au lieu de les prendre avec ton petit déj, comme à l'habitude et d'augmenter la charge histaminique de ton petit déj, bah, tu vas le prendre plus vers 16-17 heures. Donc tu manages, en fait, ta charge, en fait, c'est ça le deal, c'est que Mmh, de trouver la charge qui est intéressante pour toi au moment T, que tu supportes avec des c'est ça. aliments dispersés ou pas trop riches, ou pas, libérateurs ou voilà, et du coup, ça permet de pouvoir, ouais, de manager ses symptômes sur le court et après de pouvoir augmenter. Par exemple, une tomate, elle peut être tolérée après. Un café, ça peut être réintroduit, Mmh. mais peut-être pas à tout moment, quoi. Il faut trouver, voilà, le bon cycle. C'est pour ça que la liste des aliments, c'est important de l'avoir pour comprendre qu'est-ce qui s'associe et qu'est-ce qui peut faire justement cet effet de seuil, de déclenchement. J'insiste beaucoup, encore une fois, dans l'allergie, il y a pas d'effet de seuil, c'est on-off. Dans l'histaminose, surtout digestive, il y a un effet de seuil, donc c'est jusqu'où je peux remplir. Et d'ailleurs, l'autre chose, pourquoi j'aime bien décrire les aliments, et on va encore en parler parce qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas dit, c'est aussi pour comprendre. Et alors, un truc que j'ai souvent en consulte, j'ai eu plusieurs fois, je trouve ça fascinant, des gens qui vont décrire effectivement des symptômes. Donc, on a dit, ça peut être des rougeurs, ça peut être des éternuements, ça peut être un malaise, ça peut être des migraines. Et quand on leur demande les déclencheurs, les situations, souvent on m'a dit les repas de fête. Et surtout Mmh. quand il y a effectivement un aspect digestif, les gens se sont déjà focalisés sur les aliments. Ils disent: «Mais c'est quel aliment? Est-ce que c'est le gluten? C'est le lait? Pourquoi je tolère mal? C'est Oui, les oh, j'ai FODMAP? trop C'est mangé, les c'est tout. oxalates? C'est quoi?» Et donc ils regardent et ils disent: «Je comprends pas parce qu'il y a pas un aliment en particulier». Mais par contre, c'est quand même souvent les repas de fête. C'est Noël, c'est Nouvel An, c'est les anniversaires, c'est les gros restos en famille. Et pourquoi? Parce que quand tu es chez toi, moi personnellement, je mange 3 ingrédients, hein, une salade, un steak haché, des haricots verts, voilà, j'ai 3 ingrédients. Quand tu vas au resto, il y a un amuse-bouche, il y a un apéro, il y a une petite soupe, il y a du poisson avec une sauce, il y a, je sais pas, des noix, il y a un dessert où il y a 3, 4, 5, 10 ingrédients et donc on va beaucoup plus facilement déclencher cet effet de seuil, même si on mange pas forcément beaucoup, on n'est pas obligé de se bâfrer, mais on va manger plein de choses, souvent histaminolibératrices, qui vont s'additionner et donc si vous nous écoutez et que vous dites systématiquement: «Je me sens mal», au mariage, aux anniversaires, aux fêtes, vous êtes peut-être pas allergique à votre belle-mère, vous êtes peut-être juste, en saturation d'histamine. Donc faut trouver des stratégies après. Et du point de vue du sportif, il y a cette, stratégie alimentaire à mettre en place dans des moments de crise, on va dire. C'est sûr sur le long cours, bah, j'ai parlé de l'aspect calorique qui est difficile à maintenir avec, ces restrictions. Mais après, ce qui est important aussi, c'est qu'il faut travailler sur la nature. C'est pourquoi, en fait, je tolérais avant et que maintenant je n'arrive plus. Et si on parle du sportif et dans la vie de tous les jours, on va parler du stress, par exemple, qui est aussi un des déclencheurs.
l'inflammation, les maladies inflammatoires et après tout ce qui est système digestif qui viennent surstimuler ça. Mais pour le sportif, bah, il y a les carences, comme tu as dit, et la manière de s'entraîner. Si à un moment donné, on commence à taper dans la haute intensité, mais qu'en plus, par exemple, là, si je parle du cas du sportif que j'ai eu, non seulement on cumule de la longue distance avec de l'impact et des phénomènes d'ischémie, reperfusion au niveau du digestif de l'intestin, waouh, bah, en fait, vous êtes en train de créer une bombe. Et donc, dès que le digestif est irrité, que la muqueuse, elle est plus solide, on se retrouve à avoir des choses qui passent. Et donc, ces mastocytes-là, c'est comme des petites bombes. Dès qu'ils vont les détecter, au lieu de rester bien sages, ils savent que ça va pas, ils vont aller, c'est des grenades qui explosent, quoi, pour pouvoir aller tuer ces choses qui viennent rentrer dans la lumière et dans la circulation. Et donc, c'est que voilà, il faut non seulement opérer sur l'aspect, où on calme ces réactions avec, nos habitudes, alimentaires, mais après aussi sur nos habitudes sportives et donc il va falloir réduire l'intensité, il va falloir peut-être réduire le volume, travailler sur peut-être la barrière digestive si on voit qu'on a des symptômes, diarrhée. Moi, j'ai plein de sportifs, ils pour eux, c'est normal de faire une sortie et de 10 kilomètres et de s'arrêter derrière un arbre pour aller déféquer. C'est pas normal en fait, hein, d'avoir Non, parce une que 10 grosse prise. kilomètres, même moi, je l'ai fait, hein, Myriam, donc c'est pas une distance de grand sportif. C'est ça. Du coup, même un échauffement ne vous permet pas ça et combien j'en ai même qui font juste un entraînement même de 10 minutes, qui, ont ce phénomène-là et qui doivent aller aux toilettes. Vous remarquez après il y a le phénomène de stress par exemple en compétition, donc n'allez pas, examiner les toilettes des compétitions, mais par contre les toilettes des salles de sport, waouh, quoi, c'est catastrophique, quoi. Il y a un truc qui se passe, quoi. Donc c'est pas normal. En fait, c'est des choses qu'on tolère aujourd'hui par habitude, c'est une culture du digestif qui Mmh. s'est étendue, une méconnaissance qui fait que, oui, c'est logique, d'avoir des selles qui sentent mauvais. C'est normal d'avoir des gaz qui sentent mauvais. Mais non et puis à côté de ça, on a des phénomènes qui sont comme allergiques. On a des problèmes, moi j'ai déjà tu vois, je fais le lien avec des filles qui font du crossfit à bon niveau et qui me disent: «Bah, moi, il y a une grosse période dans l'année, j'ai tout le temps des phénomènes, qui sont, des rhinites et autres». Alors on peut comprendre qu'il y a aussi ce phénomène qui est lié, c'est l'hiver et cetera, mais pourquoi c'est récurrent? En fait, ça doit pas tomber tout le temps et ça doit pas rester 2 3 mois, en fait, ces phénomènes. Donc il y a des plantes qui aident, par exemple comme la quercétine, qui stabilise les mastocytes, Mmh. par exemple, mais c'est une solution. Ça veut dire qu'il y a un moment d'intensification dans ta programmation sportive qui fait que d'un coup, tu deviens suprasensible. En fait, tu as une baisse dans ton système immunitaire ou dans ton système hormonal qui fait que tu deviens, perméable à tout, en fait, dont l'histamine. Ouais, c'est vraiment un bon exemple, de enfin, on a décidé de parler de ce sujet parce qu'il y a plein de choses à en dire et toi, tu dis: «On a normalisé les troubles digestifs chez les sportifs». Alors, les troubles digestifs chez le sportif, c'est pas que l'histamine évidemment, hein, du système nerveux autonome, il y a de l'hyperperméabilité, il y a plein de choses, des dysbioses, tout ça. Et moi, je me bats aussi pour, dénormaliser le syndrome prémenstruel dans un autre domaine. Oui. C'est pareil, toutes les femmes qui vont dire: «J'ai mal à la tête les 3 derniers jours avant mes règles», oui, bah, c'est normal. Bah non, Non. c'est pas normal. C'est lié à l'histamine, c'est lié à un déséquilibre hormonal qui est alors oui, le changement hormonal, le changement d'imprégnation hormonale en fin de cycle, il est physiologique, mais il devrait se passer sans symptômes et ce symptôme-là, il est quand même invalidant. Ben, pour le coup, pour l'avoir vécu et très intense pendant très longtemps, c'est vraiment impactant dans ta vie quotidienne d'avoir mal à la tête, de pas pouvoir réfléchir, d'être vaseux. 3 jours par mois, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup Mmh. trop pour notre performance, professionnelle, relationnelle, sportive. On doit pouvoir être, compétent tout le temps. Donc avoir la main sur ce truc-là et de dire: «OK, ça, j'accepte plus. Trop d'histamine, c'est pas possible. C selon les phases de mon cycle, selon mes périodes d'entraînement, selon comment je me nourris. Donc je dois trouver la clé et enfin, je vais dire les clés parce qu'il y en a plusieurs et réussir à repasser de l'autre côté de cet effet de seuil ou ce que je peux tolérer. Donc effectivement, donner les listes d'aliments pour d'abord identifier et dire: «Ah oui, c'est ça». Et effectivement, quand j'ai, dans la même journée, du café, des fraises, des laitages, un poisson en boîte, du champagne, typiquement l'alcool, Bonne c'est journée, fermenté, ça. donc il y a de l'histamine, mais les alcools blancs et le champagne particulièrement, c'est vraiment full histamine.
Je sais plus ce que j'ai dit déjà, le café, les fraises, la cacahuète, le soja, Produits laitiers, ouais. le chocolat, voilà. Est-ce que ça, c'est des trucs où quand vous et moi je le vois en consulte, quand je fais la liste comme ça, c'est une liste grossière parce que la liste est très longue, je vois les gens qui s'éclairent, qui disent: «Mais oui, mais c'est ça». Alors, moi j'ai des cas comme ça, enfin, des petites histoires clés, je pense que ça a parlé à plein de gens. J'ai fait un peu la liste. Donc, on a parlé des migraines déclenchées par le soleil, tout ce qui peut être aussi s'apparenter à ce qu'on appelle l'allergie au soleil. Clairement, c'est de l'histaminose. Les éternuements, les sécrétions, etc. quand on fait du sport. Et ça, on va revenir sur cette question du déclencheur par le sport, parce que il y a aussi deux manières de voir les choses. Les femmes, ça, c'est très typique. Les femmes qui font des gens qui n'ont pas la caméra, je suis en train de montrer mon cou, des plaques rouges quand elles boivent du champagne. Donc là, la saison des mariages reprend, vin d'honneur, tu bois une petite coupe et hop, tu as une espèce de fausse urticaire ou de plaques un peu sur le décolleté là. Et ces Mmh. femmes, elles vont dire: «Ah oui, j'ai toujours ça quand je bois du champagne». Bah, c'est de l'histamine en fait. Alors ça, c'est pas forcément grave, mais c'est un signe. Les gens qui vont te dire diarrhée systématique avec le chocolat. Et ils vont dire c'est le chocolat c'est gras, le chocolat c'est pas bon pour le foie, c'est pour ça que ça me donne la diarrhée. Non, c'est l'histamine Ouais. digestive. Voilà, j'ai dit un peu malaise vagal dans les repas de fête, et cetera, par cet effet de seuil. Tout ce qui enfin, c'est pas que malaise vagal, mais tous ces systèmes de mauvaise tolérance au niveau central. Hem, Tout ce qui va être aussi, des symptômes qui se déclenchent quand on se détend. Donc des nausées, des migraines, des sys des symptômes qui ressemblent à une maladie, effectivement, qui ressemblent à une rhinite, qui ressemblent à un état un peu grippal, dès qu'on se détend. Donc systématiquement le samedi matin ou le premier jour des vacances, ça c'est connu. Ah, j'attendais mes vacances avec Je suis impatience, on est malade. parti aux Baléares, j'ai pris l'avion, on a atterri, pam, j'avais une grosse rhinite. Alors c'est pas la clim de l'avion, c'est l'histamine. Hem Et alors ça va être on va en parler peut-être maintenant, aussi toutes les choses qui sont rythmées. Par exemple, au réveil. Ça aussi, moi, j'ai plein de cas, je pense que dans tes sportifs, tu en as plein, qui vont dire: «Quand je me réveille, je sécrète». Tu tousses, tu as la gorge, tu craches, tu vas dans la douche, tu mouches le nez et tout ça et après tout le reste de la journée, ça va très bien. Donc c'est pas, alors les gens vont dire: «Je suis allergique aux acariens, c'est à cause de mon lit». Bah oui, mais le reste de la journée, enfin voilà. C'est plus probablement une libération d'histamine qui n'est pas bien gérée à ce moment-là de la journée. Donc ça, c'est aussi pour moi des signes d'appel. Quand c'est rythmé par le cycle menstruel chez la femme, il faut penser effectivement que l'hyperœstrogénie va favoriser la libération d'histamine. Et quand Mmh. c'est rythmé sur 24 heures, matin, l'après-midi, le soir, la nuit, des choses qui reviennent systématiquement à des horaires particuliers, le rythme circadien dans notre système hormonal, c'est aussi beaucoup le cortisol. Et on a dit manque de cortisol, dégranulation mastocytaire aussi. Donc ça, c'est des signes d'appel pour dire tiens, est-ce que ça serait pas ça le mécanisme? Ça permet de comprendre et ça permet aussi de choisir l'approche. Parce que du coup, si tu te dis, la personne, elle éternue, elle les sécrète tous les matins, bah, comment est-ce que son cortisol démarre le matin? Peut-être que c'est ça la clé. Peut-être qu'il faudrait l'accompagner à avoir un meilleur taux de cortisol matinal. Si la femme, elle va décrire que c'est plutôt lié à son cycle, alors ça nous appelle à aller plutôt chercher Sur son équilibre l'œstrogène. hormonal ovarien et de chercher à l'aider, comment on peut Mmh. être moins en hyperœstrogénie. Je commente. Moi, je commente. Je vois Myriam qui hoche la tête, mais qui n'a Ah rien à oui. dire. Si, 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 je sais pas, tu sais parce que tu entends pas, mais je dis: «Ouais, essayer de travailler sur le cycle, c'est l'hyperœstrogénie ou phénomène d'ovulation ou non». Voilà, enfin, voilà, c'est tout. Après, ça demande une expertise, hein, surtout Ça quand on demande est du sur le côté travail. hormonal. Mais par contre, ce que chacun peut faire déjà, c'est effectivement, ben, évaluer sa tolérance alimentaire, heu, il y a des choses de première intention, effectivement, qui vont peut-être pas suffire, mais qui sont quand même intéressantes, comme effectivement le magnésium, la quercétine, la vitamine C. On prend pas de risque avec ça, juste la quercétine, c'est contre-indiqué dans la grossesse et l'allaitement, aux doses, de traitement, hein, qu'on donne. Sinon, la quercétine, c'est présent dans l'oignon jaune, donc voilà, si vous pouvez manger des oignons, si Ou vous dans les tolérez. le one d'Ovunit, Voilà, si et il y a du NAC aussi, mais après il y a pas de attention, c'est un acide aminé soufré, donc mais du coup, le NAC, mmh, aide aussi, mais pour certains non, dans ces cas-là. Mais en général, ça aide pas mal. évaluer, ses besoins en vitamines du groupe B ou se supplémenter ou prendre, au moins des aliments qui sont riches en vitamines du groupe B, donc la viande pour la B12, les légumes verts pour la B9, la levure de bière, qu'on peut mettre sur les salades et cetera, qui est riche en vitamines du groupe B. Ça, c'est vraiment des petites choses de première intention. Traiter son intestin parce qu'effectivement, si on a une grosse dysbiose, si on a, ce qu'on appelle une dysbiose de putréfaction, donc qui s'accompagne en général de gaz plutôt odorants, désagréables, d'odeurs désagréables, bah, il faut traiter ça, il faut trouver la cause, il faut soit,
modifier l'alimentation ou soutenir la digestion haute ou amener des probiotiques ou traiter. Enfin, après ça, c'est vraiment des protocoles, ça Au demande, cas par une cas. consultation chez quelqu'un qui connaît bien le digestif. Et après, si on identifie, un problème plutôt immunitaire chez quelqu'un qui peut être, avec une vraie allergie, par exemple, on sait qu'on peut travailler avec, il y a des techniques, hein, pour améliorer les terrains allergiques, avec, les oligoéléments, avec la nigelle, par exemple. Moi, j'utilise beaucoup l'huile de nigelle qu'on peut mettre en alimentaire, qui est vraiment un modulateur, de la réponse, allergique. La vitamine D, hein, faut pas oublier, optimiser ses statuts en vitamine D, c'est le plus grand modulateur de l'immunité dans tous les sens possibles. Voilà, il y a d'autres techniques aussi, un peu en homéopathie, des désensibilisations énergétiques. Il y a des choses, moi j'ai eu des retours, des fois ça marche vraiment très bien. Si on identifie qu'il y a un problème plutôt hormonal, aller effectivement explorer, comment est la détox des œstrogènes, comment est l'équilibre du cycle, comment est le fonctionnement, du cortisol, donc fonctionnement surrénalien et du coup gérer son stress via le système nerveux. C'est des choses dont on a déjà un peu parlé, c'est des grands Ouais, sujets. faut Mais tout regarder ça, le ça podcast. s'accumule et on n'est pas obligé d'être parfait sur tous les plans. On peut jouer un peu sur l'alimentation, un peu sur l'immunité, un peu sur le digestif, un peu sur l'hormonaux et juste de baisser un peu chaque curseur, ça permet de se remettre dans le vert, en fait. Parfois, ça suffit, Ouais. c'est important de dire ça, on n'est pas obligé d'être parfait, mais trouver juste quelques points sur lesquels on peut moduler un peu et parfois, ça suffit à vraiment éteindre le symptôme. Je voulais juste dire, si vous voulez vraiment tous les détails sur, le fonctionnement surrénalien, cortisol, on donne vraiment plein de clés dans le podcast précédent, qui a été, mis sur Spotify, et sur les autres plateformes il y a 2 semaines. Donc si vous voulez un complément d'information et que vous commencez par ce podcast 3, allez sur le 2. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir avoir d'autres détails et comprendre un peu où on se situe au niveau hormonal aussi et fonctionnement surrénalien. Et lisez mon livre tant qu'on y est, sur la Et c'est ce plateforme que j'allais marketing. dire. Je voulais le montrer, mais vraiment, moi, j'ai commencé à lire, ce week-end, ton bouquin. Il est vraiment, vraiment bien, on parle de tout de manière très compréhensible et ça donne plein de clés qui sont très intéressantes, même des recettes, si vous voulez, pour justement, améliorer, ces symptômes de fatigue si vous en souffrez, des fatigues sur le long, vous comprenez pas, des périodes de stress sur le long, comment faire? Qu'est-ce qui se passe physiologiquement? Vous pouvez vraiment avoir toutes ces clés dans le bouquin d'Elsa. Il est mis en vente, officiellement pour le grand public quand? Il est déjà en précommande et Et en il précommande. sera en librairie le 22 avril, donc dans 15 Voilà. jours. Donc déjà, vous pouvez le précommander. Si vraiment vous voulez creuser sur ces aspects-là, même, moi j'invite tous les coachs sportifs qui m'écoutent et qui sont nombreux, sur ce podcast. Vraiment, si vous voulez comprendre ce qui se passe, allez acheter le bouquin d'Elsa. Elle donne, l'ensemble du panel et elle est vraiment très généreuse en informations, pour pouvoir comprendre, établir des bases et après aussi, des clés d'opération, quoi. On a de l'opérationnel aussi et Merci biologique. Myriam. Bah, oui Ouais, et j'en parle, hein, je bien sûr de l'histamine parce que c'est un sous-sujet de l'épuisement surrénalien et les recettes, je tiens à dire, ce sont pas enfin, un tout petit peu, mais c'est majoritairement pas mes recettes. C'est Clara Materne qui est une super praticienne en Belgique et qui est une super cuisinière, très inventive, qui a créé des recettes pour moi dans ce projet-là, avec entre autres, un profil, on a fait 4 profils de gens qui sont vulnérables à l'épuisement, et donc chez qui on va trouver très souvent, hein, ces symptômes d'histaminose. Le profil, sportif, dans lequel tu peux te retrouver Myriam. Le profil aussi jeune maman, aussi pour Myriam. Il y a un merci. profil vraiment burn-out pour les gens qui sont identifiés en burn-out et un profil, professionnel de santé, qui sont aussi très à risque de burn-out. Donc elle nous a créé des recettes qui correspondent aussi aux besoins nutritionnels, macro, micro et toujours avec cet aspect de tempérer un peu, ne pas mettre trop d'histamine dans les mêmes assiettes, ce qui est pas évident dans l'alimentation santé puisqu'encore une fois, c'est très souvent des aliments qu'on utilise, le soja, le cacao, les fruits rouges et cetera. Ouais. Donc tout est bien pensé, pour ça. Je voulais juste ajouter un truc sur ces aliments. Il y a vraiment aussi à prendre en compte, moi je parle ça en tant que fabrication de compléments alimentaires, vu Mmh. que, j'en fabrique, tous ces, additifs, DE et cetera, qui sont, cachés dans les compléments, dont les protéines qui sont vraiment, de mauvaise qualité, vous en avez plein, et c'est pour ça franchement, et aller vraiment vers des protéines de qualité. J'en ai une derrière, si, vous voulez le voir, mais en soi, c'est pas pour faire de la pub.
il y a tellement de choses qui déclenchent sur un terrain déjà qui est amoché par le sport, la perméabilité intestinale qui a été challengée par, soit, l'impact, ou soit par les phénomènes d'ischémie, je le disais, soit par l'intensité. Il faut vraiment du coup qu'il y ait l'ischémie, mais il faut prendre des choses de qualité après Mmh. manger, après avoir, couru ou autre quoi. C'est encore pire en fait pour les sportifs et moi j'ai pensé là ouais dans ce sens parce qu'il faut respecter le sportif et ces phénomènes d'histamine, on peut le ressentir, peuvent être aussi liés à des ingrédients qui ont trop d'additifs. Voilà, j'ai pas on a juste pas voilà, Beh et c'est vrai que je voulais revenir sur un des trucs que tu as dit parce qu'on a peut-être pas assez insisté. Il y a aussi cette notion que n'importe quel aliment qui reste, c'est-à-dire que les aliments en boîte, par exemple, là, les conserves, c'est plein d'histamine, pas à cause de la sardine en elle-même, c'est parce que c'est une conserve et donc tous les aliments, tu fais n'importe quel plat, tu fais, le super, couscous à la courge, low histamine de la recette de je sais pas qui sur Instagram, et tu le mets au frigo et tu le ressors 3 jours plus tard, il y aura déjà plus d'histamine qu'au départ. Donc ça dépend de la notion de seuil. Moi, personnellement, ça, c'est pas un truc qui me déclenche, mais il y a des gens chez qui ça va déclencher. Donc vraiment, le tuyau à connaître pour ça, c'est de congeler. congèle. Acheter du surgelé. Alors en plus, moi, ça, c'est vraiment mon tips, le surgelé est mon ami parce que chez moi, c'est loin, les magasins. Donc je préfère faire le plein et j'ai toujours du poisson, j'ai toujours du steak haché, j'ai toujours des légumes verts, mais c'est surgelé. La surgélation, c'est vraiment beaucoup plus bas que ce que nous, on fait en congélation à la maison. Donc ça bloque tout le phénomène de fermentation et donc les aliments, ils sont bas en histamine dans l'absolu. Et quand vous faites un plat et qu'il y a des restes, vous mettez dans une boîte, en verre, bien entendu, pas en plastique, et vous mettez tout de suite au congélateur plutôt qu'au frigo, même si c'est pour le ressortir 2 jours, 3 jours plus tard. Si vous êtes sensible à l'histamine, c'est vraiment un super bon tuyau. Et donc, je reviens sur ta protéine parce que, en toute objectivité, moi qui ai toujours été résistante à la whey parce que c'est un sous-produit de lacté et que j'étais très justement méfiante sur la tolérance digestive et la qualité des produits à base de protéines de lait, bah, maintenant je suis une adepte absolue de la whey all you need et je la conseille à tout le monde et j'en prends tout le temps parce qu'elle est effectivement très bien tolérée et super bonne au goût. Ouais, Donc ça, c'est vraiment pas négligeable. Donc c'est pas que pour faire de la pub, merci. c'est vraiment réel, moi je ne conseille que les choses que j'apprécie vraiment moi et là c'est 100 sincère. Merci et Et je voulais, encore parler ouais, juste, d'un vas-y. petit sujet, enfin, du coup, c'est peut-être le sujet le plus technique, je sais pas, là-dedans, en tout cas, pour moi, c'est encore quelque chose où des fois, j'arrive pas toujours à comprendre, mais en tout cas, je l'ai observé et pour le coup, ça va réunir nos 2 expertises, puisque c'est le but de ce podcast, qui est le côté, voilà, hormonal et le côté sportif. Hem, on a dit que le cortisol, il va stabiliser les mastocytes et le cortisol, il monte le matin, physiologiquement, quand tout va bien. La lumière du jour démarre, notre cerveau perçoit que la journée commence et il lance la production de cortisol par les glandes surrénales pour nous permettre d'affronter notre journée. Le cortisol fait plein de choses. Il est hyperglycémiant, il permet la digestion, il permet la vigilance, il permet d'activer le cœur, le muscle, mais entre autres, il va stabiliser les mastocytes et donc nous éviter d'être trop dans des libérations d'histamine trop importantes. Et donc, en ce qui me concerne, quand j'ai des migraines, souvent, elles commencent le soir ou la nuit et le matin, c'est catastrophique. Et longtemps, bah, je me disais, «Je suis vraiment pas bien, je suis nauséeuse, j'ai mal à la tête, je suis fatiguée, je me sens pas bien». Dans ces cas-là, j'allais rester au lit et en plus, la lumière me gêne, donc j'allais fermer les volets, rester dans le noir, rester inactive. Et en fait, pour ceux qui connaissent un peu, bah, ça va faire tout l'inverse puisque ça va pas du tout aider à déclencher le cortisol. Ce qui se passait, en fait, dans mon cas et c'est le cas de beaucoup de gens, c'est que justement, c'était le fait que mon cortisol ne démarre pas bien, petite faiblesse surrénalienne à certains moments quand on a effectivement du stress un petit peu prolongé, qui ne me permettait pas de stabiliser mes mastocytes et donc plein d'histamine le matin et donc c'est de pire en pire. Et finalement, la solution que j'ai trouvée, bah, elle est à la fois de gérer ma thyroïde, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est un grand problème aussi, qui va déclencher d'autres déséquilibres hormonaux. Mais depuis que j'ai pris en charge ma thyroïde, ça va mieux. Prendre en charge la détox de mes œstrogènes, faire attention à ce que je mange en fonction des moments du cycle pour ne pas rentrer dans des accumulations trop importantes d'histamine. Mais quand ça m'arrive encore, si je me réveille et que je me dis: «Ouh, j'ai mal à la tête, ça va se déclencher», bah, j'ai fait l'inverse et c'est complètement contre-intuitif de ce que je faisais avant. J'ouvre les volets, je me motive, j'essaye de pas boire de café et surtout je fais du sport. Et ça, c'était vraiment de la compréhension pour moi intellectuelle et mentale qui m'a permis d'arriver là, parce que c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire dans ces moments-là.
Alors j'essaie de faire des trucs sans impact, je vais pas faire de la corde à sauter parce que j'ai mal à la tête, donc j'ai pas envie que mon cerveau, il tape contre la boîte crânienne. Mais ça peut être des squats, ça peut être, un peu des haltères, des abdos. S'il fait beau, si possible, je vais courir parce que le fait d'être aussi dehors en plein air et que mon cerveau capte la lumière du jour, c'est très régulateur et vraiment j'y vais au mental, hein. J'ai pas envie de le faire dans ces cas-là, mais des fois je vais courir, je sais pas, 15 minutes et c'est pas mes meilleures performances, mais juste c'est pour donner une information à mon organisme, à mon système hormonal de dire: «Là, c'est le matin, il faut lancer le cortisol» et si ça marche, si j'arrive à soutenir, ça fonctionne et ma migraine s'arrête. Alors ce que je vais faire aussi dans ces cas-là, c'est prendre un petit peu de bourgeon de cassis, prendre une bonne dose de magnésium, faire des choses qui vont accompagner justement la montée de cortisol et la stabilisation mastocytaire et dans la plupart des cas, ça fonctionne et pour autant, ce qu'on a dit aussi et ce qu'on observe, c'est que certaines personnes vont te dire que justement, eux, ils font de l'histamine au moment où ils font du sport et donc moi, je suis en train de dire: «Faut faire du sport pour enlever l'histamine», mais il y a des gens qui vont dire: «Quand je fais du sport, je fais de l'histamine». Et c'est pas Donc les mêmes pourquoi? Parce profils que que toi, en voilà, ça fait. peut être un autre profil et parce Mmh. qu'il y a aussi un mécanisme qui est réel, qui est que l'activité sportive et puis surtout en intensité, ça représente aussi un stress pour l'organisme et donc ça peut faire des granulés et si justement derrière la surrénale, elle a pas les capacités de couvrir avec suffisamment de cortisol, parfois l'activité C'est sportive lumière. ne permet pas de déclencher le cortisol. Parfois, ça te plonge encore plus dedans. Donc Ouais. c'est encore une fois cette notion d'équilibre qui est très importante entre faire ce qui va stimuler, ce qui va amener l'organisme à se réguler tout seul suffisamment ou aller trop loin qui va est contre-productif. Donc c'est aussi une réalité, voilà, je veux que les gens comprennent que c'est pas parce que moi je le dis beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que je dis: «Quand vous avez mal à la tête, quand vous avez de l'histamine, allez faire du sport le matin». C'est pas une réalité absolue et on parle de quoi? Moi, je parle de faire un truc tranquille, juste mettre mon corps en action. Je parle pas d'aller faire un ultra trail parce que là, Ouais. forcément, ce serait trop, quoi. C'est pas les mêmes profils et souvent, bah, comme tu as souligné, c'est aussi cette capacité des surrénales et en fait, il y a des sportifs pour qui, même quand ils vont se pousser, quand ils iront dans l'intensité, ça aura des effets très bénéfiques, comme toi, par exemple. Par contre, dès qu'ils auront dépassé leur, seuil de capacité d'encaisser, et que du coup, ben, ce stress qui a été prolongé ou cette, intensité, elle a été mal régulée sur le temps et on est dans un phénomène de surentraînement et c'est un des pans, hein, des symptômes, qui sont liés à l'histamine et ben, en fait, vous vous retrouvez à ne plus tolérer, en fait, cet entraînement et vous savez ce que moi j'ai remarqué, ce que les coachs ou les sportifs font beaucoup dans ces cas-là, c'est qu'ils consomment énormément de café. Donc au lieu du coup de pouvoir aller, ben, se stimuler naturellement en baissant leur volume d'intensité et en régulant quand même cet phénomène prohistaminique là à aller créer une activité douce qui met en marche et cetera, qui permet de s'en sortir et de se stimuler en même temps. Ils se surstimulent et à côté de ça, pour tenir, ils vont encore chercher un autre surstimulant qui est la caféine et donc c'est des personnes qui non seulement, vont nuire au sommeil, vont cumuler une dose de caféine qui est trop élevée, trop excitée, surstimuler, du coup les surrénales à des moments. Donc en fait, ils sont dans un phénomène de burn-in plus et amplifié et s'ils ont des symptômes à l'histamine avec le café, ça va être en plus très exacerbé puisque, bah, ça fait partie des aliments qui sont aussi déclencheurs, Mmh. on va dire. Donc faites attention aussi, voilà, quand vous sentez que vous êtes, en proie à ça, essayez une activité. Si elle est trop intense et que vous arrivez vraiment plus à la supporter, pour moi, ça veut dire qu'il y a une investigation autre à mener sur, ben, soit, ben, la symptôme, mais aussi sur un bilan biologique pour comprendre où vous en êtes dans votre phénomène d'entraînement. Je ne sais pas comment, l'expliquer, mais que du coup, où est-ce que vous en êtes? Dans une surcompensation intelligente, un phénomène de surentraînement qui est Mmh. long ou bas, on va dire, peu prolongé, pour pouvoir savoir comment on opère, nous, de notre côté, pour, relancer ça intelligemment, rebaisser un peu le volume ou pas. Voilà, on a plein de stratégies. Moi, en tout cas, c'est là où je réfléchis beaucoup et avec les sportifs, c'est que non seulement, oui, il y a ce côté où on prend charge, mais il y a ce côté aussi où on repère tout ce qui est entraînement et les liens qui sont entre. Mais moi, je te le conseillerais toujours de se mettre en marche, c'est ce qui marche le mieux, hein. J'arrive encore à m'entraîner à haute intensité en ayant des phénomènes, avec l'histamine. Ça me fait énormément de bien et justement, c'est ce qui fait que toute la journée, si je fais rien et que je dis: «Bah, attends, j'ai ça, moi, je vais juste travailler, tant pis», en fait, je suis mal et je cumule sur ma semaine. Ma semaine, elle est merdique, que si je m'entraîne quand même et ben, ça me permet de ressortir la tête du seau et de me dire: «Ah Mmh. ouais».
bon, je coule bien du nez et cetera. Bon, mais d'un coup, ça stoppe et c'est assez fou quand même, la puissance que ça a de pouvoir se remettre en action et on comprend que c'est un phénomène global à 360 qu'il faut investiguer et pas que: «Ah oui, bah, là, je fais ça, je vais juste moins manger de ça» et puis on revient 4 semaines après, il y a rien qui a changé, hein. C'est encore une Ouais, donc fois je pense que c'est intéressant que tu le dises comme ça et c'est comme ça qu'on travaille de toute façon aussi bien toi que moi. Quand les gens si vous êtes identifiés là-dedans, il y a des choses que vous pouvez faire par vous-même, essayer de comprendre, dégrossir un peu le terrain. Il y a des compléments qu'on peut prendre, des aliments qu'on peut consommer, sans risque, qui peuvent déjà améliorer le terrain et ensuite, on peut être souvent amené à consulter. Effectivement, il y a des gens aujourd'hui qui sont vraiment des spécialistes de l'histamine, des naturaux et tout. Moi, je pense, et c'est mon avis personnel, que c'est une erreur de voir l'histamine comme alpha et oméga de toute la prise en charge et surtout de proposer que le régime sans histamine pour tout régler. Pour moi, c'est une grille de lecture. C'est important d'avoir la compréhension. Il y a des fils qu'on peut tirer à partir de là avec vraiment des molécules qui ont cette puissance, entre guillemets, antihistaminique, qui sont connues, le cassis, la nigelle, le magnésium. Mais on a compris pourquoi. C'est pas directement antihistaminique, c'est stabilisateur ou ça favorise la dégradation, etc. Et ensuite, la prise en charge, elle doit être vraiment basée sur la compréhension de la physiopathologie et sur des stratégies qui peuvent être à la fois nutritionnelles, complémentation et hygiène de vie, style de vie et type d'entraînement pour les gens qui sont concernés par le sport. Et nous, les professionnels, on n'est pas tous spécialistes de tout. Moi, je suis vraiment spécialiste de l'hormono. Je suis formée avec Myriam, mais je n'ai pas du tout sa perspective et son expertise. Et donc, on va souvent travailler ensemble, on va se renvoyer les gens, et je trouve que ça, c'est intéressant qu'on puisse travailler en réseau ou créer un programme mixte où bah, toi, tu vas amener, par exemple, des stratégies d'entraînement parce qu'effectivement, il y a une sorte de courbe en cloche dans l'intensité et dans la stratégie d'entraînement, parce que quand on ne fait pas de sport du tout, la sédentarité, c'est inflammatoire et oxydatif et c'est mauvais. Le sport à l'extrême, dans les mêmes mécanismes, peut être mauvais. Et entre les deux, il y a un espace à trouver qui est individuel pour chaque personne, entre son souhait aussi de performer, etc. Et tout son background, effectivement, hormonal, son âge, son alimentation, tout ça. Des choses vraiment qu'il faut moduler au cas par cas. Et toi, tu as vraiment cette expertise-là. Et à côté, avoir peut-être aussi un praticien qui va avoir une expertise sur l'immuno, sur le digestif, sur la parasito, sur l'hormono, pour venir bouger, encore une fois, tous les curseurs qu'on peut et qui sont cohérents, mais pour chaque personne. Et en fait, on ne peut pas donner un protocole unique parce que c'est impossible. Chaque personne vient avec des problématiques qui sont complètement différentes et en plus un tableau clinique qui peut être très variable dans ce cas-là. Donc c'est hyper intéressant, c'est passionnant, c'est un peu vertigineux, mais on peut vraiment avoir des chouettes résultats en peu de temps. C'est peut-être un des trucs, je trouve, où on a les résultats les plus satisfaisants rapidement parce que les gens, ils sont tellement impactés par cette clinique et ils sont tellement dans le flou. Quand on leur donne ça, qu'ils comprennent et des fois en faisant peu de choses, c'est vraiment déjà spectaculaire. Donc c'est important de transmettre cette info et qu'on puisse identifier cette problématique pour derrière améliorer le confort des gens. Je pense qu'on a bien fait le tour, Mmh. de ce sujet. Je pense que ça peut amener encore à plein de discussions et voilà, moi, je reprécise du coup si, vous voulez plus de détails sur tout le fonctionnement, du coup cortisol surrénal, vous écoutez le podcast qu'on a fait précédemment, mais aussi vous pouvez, acheter le livre d'Elsa. Je fais encore un petit peu de promo comme ça, c'est comme ça, mais c'est trop intéressant vraiment, je l'ai commencé et après je suis quand même déjà pas mal, je suis proche à une bonne, mi-parcours, mais vous avez déjà énormément d'indications et comme je dis, ça, en tant que coach, si vous écoutez ça, ça peut déjà vous donner d'énormes clés avec les personnes avec qui vous bossez ou que vous coachez dans la matière sportive et voilà, je pense qu'on va se donner rendez-vous pour un prochain podcast. N'hésitez pas, à commenter en dessous, dans ce podcast, quel sujet vous aimeriez aborder, par exemple. Nous, en tout cas, on prend toujours en compte les personnes qu'on rencontre, comme là, par exemple, et qui nous lancent sur une thématique qui nous passionne. Et qu'est-ce qu'on a fait? Donc, c'est déjà, nous, on a matière. On discute de tout. On est même 1 heure avant de ce podcast, on en discute. Et après, on enchaîne. Voilà, donc n'hésitez pas en plus à nous faire part de vos préoccupations
et nous, comme ça, on peut peut-être aussi, démarrer sur quelque chose d'autre, voilà, mais on a plein d'idées. On a Merci, déjà plein ouais, d'idées, on sait déjà ce qu'on va faire dans 15 jours, donc on vous donne rendez-vous avec beaucoup, beaucoup. impatience. Bon, en tout cas, on se dit rendez-vous dans 15 jours pour la sortie d'un nouvel épisode et puis, ben, bonne journée Elsa. Et bah, toi Il est aussi. l'heure pour moi de m'entraîner. Allez, À la merci, prochaine. salut.